Ok, so let's start. Donc, comme je le disais tantôt, on va voir aujourd'hui les fonctions. Principalement, ce qu'on va voir, c'est comment créer une fonction, comment appeler une fonction, comment utiliser une fonction. Et en fait, vous allez voir, les fonctions, c'est vraiment pas quelque chose de nouveau en soi pour vous, puisque on a déjà utilisé plusieurs fonctions. On a utilisé des fonctions comme print, on a utilisé des fonctions, je pense, arithmétiques, on a utilisé des fonctions comme range au niveau des boucles for. Donc, on a déjà en fait utilisé un certain nombre de fonctions. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais ce qu'on a fait, on a juste appelé des fonctions. C'est pas nous qui avons défini ces fonctions. On ne sait absolument pas comment les créateurs de Python ou ceux qui ont conçu Python, ils ont codé ces fonctions. On s'en fout. Ce qu'on a juste fait, on sait qu'est-ce que fait la fonction print. On sait qu'est-ce que ça fait. Ça affiche quelque chose au niveau de la sortie standard. Donc, on a juste utilisé ces fonctions-là. C'est pas nous-mêmes qui les avons définies. Mais en Python, même pas en Python, en programmation de façon générale, créer des fonctions, c'est en fait c'est au cœur de tout ce que vous allez faire, de tout logiciel ou de tout projet que vous allez travailler sur. Donc c'est vraiment important. Comme je l'ai dit, c'est un chapitre clé. Peut-être je ne sais pas si c'est le chapitre le plus important, mais en tout cas c'est l'un des chapitres les plus importants. Voilà, donc il faudrait vraiment bien suivre parce qu'après, tout ce qu'on va faire, on va juste utiliser des fonctions. Ok, c'est pas le chapitre le plus important. Je pense, pour moi, le chapitre le plus important, c'est le chapitre sur la programmation orientée objet. Mais également, la POO, la programmation orientée objet, va s'appuyer sur les fonctions. Donc, voilà. Donc, tout est lié, en fait. Donc, une fonction en Python, tout simplement, c'est un bloc de code nommé qui effectue des tâches spécifiques et qui peut être réutilisé dans plusieurs parties de votre code. Vous vous rappelez quand on a utilisé pour la première fois la fonction print, vous vous êtes rendu compte peut-être, l'avantage c'est quoi? On peut utiliser print partout. On utilise ça comme on veut. Il suffit juste d'écrire print, tu donnes, print, tu donnes. Ça permet en fait en fait d'utiliser. En fait, ce qu'il faut savoir que print, je vous l'ai dit, c'est une fonction. Et il y a un code qui est derrière le print. Donc, ici, il y a des gens qui ont défini un code qui permet à cette fonction-là de prendre un certain comportement. Donc, et justement, le comportement de print ici, c'est d'afficher quelque chose. Et l'avantage, principalement, des fonctions, c'est ce qu'on appelle la modularité ou éviter les répétitions. Ça permet en fait de réutiliser un certain bloc de code, une certaine instruction sans répéter le même code. Vous allez définir une fonction, dire, bon, ma fonction, calculer ou bien vérifier si un nombre est pair. Et après, je vais voir, à chaque fois, je ne vais pas vérifier, je ne vais pas définir un bloc de code pour vérifier si un nombre est pair. Il suffit juste d'utiliser ma fonction et je donne des arguments. On va voir tout ça, c'est quoi un argument et tout ça. Donc c'est en fait, principalement, c'est ça l'objectif des fonctions. Donc, c'est permettre d'effectuer des tâches spécifiques et d'être réutilisées. Donc, pour définir une fonction en Python, bon, on va utiliser le mot-clé def, suivi du nom de la fonction et une liste optionnelle de paramètres entre parenthèses obligatoires. Alors, vous pouvez appeler et réutiliser une fonction en utilisant son nom, une paire de parenthèses et les arguments nécessaires. Alors, en fait, ici, j'étais en train de rédiger le chapitre. J'ai pas terminé, en fait, mais ne vous en faites pas. Je vais le terminer avant de le mettre sur le repository. Donc, on va sauter le plan. Donc, en principe, c'est ça le plan, en fait. Mais bon, il y a juste quelques changements que je vais faire. Introduction aux fonctions. J'ai voulu introduire les fonctions en faisant l'analogie avec les fonctions en mathématiques. Parce que vous savez, fonction, il y a les fonctions en mathématiques. Et en fait, c'est pas si différent, c'est la même chose. Mathématiquement parlant, une fonction, c'est quoi? C'est tout simplement une relation. Donc, ça peut être n'importe quelle relation, ou disons plus simplement un mappage entre une plutôt, ou plusieurs entrées et un ensemble de sorties. Généralement, c'est une seule sortie. Donc, on a tous vu au primaire, au secondaire, on a tous entendu f de x, f de y, etc. etc. Ça, c'est une fonction, en fait. Je pense que j'ai pas besoin de vous écrire, de vous faire un dessin pour vous expliquer c'est quoi une fonction en mathématiques. Donc, et bon, bien sûr, j'ai essayé quand même de le faire. Donc, ici, j'ai donné un exemple, z égale à f de x, y. Donc, ça, c'est une sorte de représentation mathématique d'une fonction qui prend deux paramètres que sont x et y et on a une sortie qui est le z ici. La fonction, bien sûr, c'est le f. Et vous voyez comment on définit la fonction mathématique. On a un certain nom, on a nommé la fonction ici f. Donc déjà, mathématiquement, la fonction doit avoir un nom. Ensuite, on a
une manière de dire que la fonction prend des arguments ou des paramètres, si vous préférez. Et ici, c'est ça. Donc, la manière ici, mathématiquement, ce sont les parenthèses. En Python aussi, ça sera pareil. On va ouvrir des parenthèses pour dire la fonction prend des arguments. Ensuite, on a un premier argument ou un premier paramètre. Ensuite, un deuxième argument ou un deuxième paramètre séparé d'une virgule. Ça sera pareil en Python. Sauf, juste, il y aura quelques petits changements. Donc, c'est simple. Si vous comprenez ça mathématiquement, je pense programmatiquement, ça ne sera pas un problème. Ici, f est une fonction qui opère sur les variables x et y et elle génère un résultat qui est assigné à z. Et vous pouvez lire cette formule comme z est une fonction de x et y, simplement. Et bien sûr, bon, je l'ai déjà dit, les fonctions sont également utilisées en programmation. En fait, les fonctions sont si fondamentales au développement logiciel que pratiquement tous les langages de programmation, peut-être sauf HTML, que je ne considère même pas comme un langage de programmation, moderne les supportent. Donc en programmation, une fonction est un bloc de code autonome qui encapsule une tâche spécifique, donc sous un nom descriptif, et vous pouvez réutiliser dans différentes parties de votre code. Et aussi ici, peut-être une autre manière de concevoir ça, c'est toujours dans le cadre mathématique. Regardez une calculatrice. Lorsque vous utilisez une calculatrice, bah, vous pouvez utiliser des fonctions qui sont prédéfinies, logarithme, exponentielle, etc. Mais il y a certaines calculatrices sur lesquelles vous pouvez aussi définir vos propres fonctions en fait. Donc, bon, ceux qui maîtrisent très bien les calculatrices, les scientifiques, je veux dire, donc vous savez très bien de quoi je parle. Donc ici, on va utiliser un exemple. Donc, comme je l'ai dit, Python possède des fonctions qu'on dit fonctions prédéfinies ou fonctions intégrées, comme la fonction print que vous connaissez déjà très bien. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Bon, juste utiliser print langage. Et langage, c'est une variable à laquelle j'ai affecté la chaîne de caractères Python. Donc, print langage. Donc, c'est ça. Et regardez la syntaxe ici. Donc, j'ai appelé le nom de la fonction. Entre parenthèses, je lui ai donné un argument. Simple, easy. Donc, de même, une autre fonction, c'est la fonction len. Len aussi, je me rappelle très bien, on l'a utilisé. Pour ceux qui ont fait les exercices, je suis sûr que vous vous rappelez de cette fonction. Ici, qu'est-ce que je fais? C'est pour ça que je disais, on n'a pas encore vu les listes, mais je sais que vous savez déjà c'est quoi une liste. Une liste, c'est tout simplement un ensemble d'éléments. Ça peut être des nombres, des chaînes de caractères, etc. Donc, c'est un ensemble d'éléments. Vous définissez ça avec des crochets et des éléments séparés d'une virgule. Donc, vous voyez ça juste comme un sac où on empile des éléments seulement. Donc, on a une liste ici, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10. Et ce que fait la fonction len, ça calcule la longueur de la liste ou, autrement dit, le nombre d'éléments de la liste. Donc, c'est ce que je fais ici. Donc, j'ai ma liste numbers. Donc, je fais len number, c'est pour calculer la longueur de la liste. Donc, ça va me retourner un nombre qui correspond à la longueur. Donc, ici, bien sûr, c'est 10. Easy. Donc, dans cet exemple, la liste de nombres contient 10 valeurs. Donc, len renvoie 10. Bon, bien évidemment. Tout ce blabla, je saute ça. Et maintenant, on va venir aux avantages d'utiliser des fonctions. Là, déjà, je pense que vous vous rendez compte. Par exemple, imaginez si il n'y avait pas la fonction len qui est prédéfinie. Imaginez que vous vouliez calculer la longueur de cette liste sans que vous connaissiez que ou bien imaginez même les créateurs de Python n'ont pas implémenté la fonction len et que vous voulez à chaque fois connaître c'est quoi la longueur d'une liste. Donc c'est possible de le faire, bien sûr, avec une boucle, vous pouvez le faire. Si vous voulez, on peut le faire. Mais en fait, vous allez voir que vous allez écrire un code, peut-être un long, pas si long que ça pour cet exemple. Mais en fait, vous allez devoir implémenter ça vous-même. Et vous pouvez déclarer une fonction, calculer la longueur pour pouvoir justement connaître c'est quoi la longueur de votre liste. Mais avec la fonction qui est prédéfinie, c'est plus simple. Donc, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête pour savoir quelle logique utiliser pour déterminer le nombre d'éléments d'une liste. Simplement. Et justement, c'est ça le principal avantage d'utiliser les fonctions. Alors, mais on va voir les avantages d'une façon plus, je dirais, rigoureuse. Et j'attire vraiment votre attention sur cette partie. J'ai passé beaucoup de temps sur la partie parce que je voulais simplifier ça au maximum, puisque ces trois notions que vous voyez, il y en a quatre même, voilà, c'est ça. En fait, c'est surtout ces deux-là, l'abstraction et l'encapsulation. Ce sont des notions qu'on va revoir lorsqu'on va aborder la POO. Ici, lorsqu'on va aborder la programmation orientée objet, c'est des notions qui vont revenir en fait. Donc, héritage, vous voyez, là même il y a encapsulation déjà, héritage, polymorphisme. Donc, c'est des notions qui vont revenir. Donc,
essayez juste de suivre. J'ai simplifié ça ici dans le cadre des fonctions, du chapitre des fonctions, mais on va revoir ça beaucoup plus en détail lorsqu'on va entamer la POO. Donc, l'un des premiers avantages des fonctions, c'est l'abstraction. C'est quoi l'abstraction? Juste oubliez la définition. Revenons à ce qu'on a vu ici. Donc, les fonctions qu'on a utilisées. Par exemple, le print. Le print, vous voyez que vous l'avez utilisé sans... C'est comme je vous l'ai dit, vous l'avez utilisé sans savoir comment l'auteur a conçu cette fonction-là. Vous savez juste ce que la fonction fait. Vous savez que la fonction, ça permet d'afficher quelque chose à la sortie utilisateur. Mais vous ne savez pas comment l'auteur a codé cette fonction. Justement, c'est ça, cette notion d'abstraction-là. Et le nom, il est... Voilà, c'est compréhensible. Donc, l'auteur a abstrait. Donc, l'auteur a abstrait la fonction. Donc, il vous a juste dit, votre fonction printf, voici les arguments que ça prend, voici ce que ça fait. Et vous l'utilisez tranquillement, sans vous casser la tête pour savoir comment ça a été implémenté derrière. C'est ça, c'est ça la notion d'abstraction. Donc, les fonctions permettent de masquer les détails internes d'une opération en exposant seulement une interface simple, c'est-à-dire le nom de la fonction et ses arguments. Et bien sûr, ça simplifie l'utilisation sans avoir besoin de connaître l'implémentation interne. Voilà, donc ça, c'est le cas des fonctions intégrées de Python. Première notion, c'est abstraction, c'est clair. Ensuite, deuxième notion, ou disons deuxième avantage de Python, des fonctions de Python plutôt, c'est l'encapsulation. Un peu similaire à l'abstraction, mais il y a une nuance. Donc, l'encapsulation, c'est quoi? Tout simplement, quand vous prenez dans les fonctions, on va voir comment définir une fonction plus tard, mais en fait, il y aura des moments où vous allez déclarer des variables dans une fonction. Et en fait, ces variables que vous allez déclarer dans ces fonctions-là, elles sont dites variables locales. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Simplement, quand vous allez utiliser la fonction et que vous allez déclarer, quand vous allez définir la fonction et que vous allez utiliser les variables pour faire un certain nombre d'opérations dans la fonction, retourner un résultat, les variables que vous aurez définies à l'intérieur de la fonction ne seront pas accessibles à l'extérieur de la fonction. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle une variable locale. C'est-à-dire, cette variable-là, elle appartient à la fonction. Tu ne peux pas l'accéder lorsque tu as déjà exécuté la fonction, ou bien tu ne peux pas l'accéder en dehors de la fonction. Donc, c'est ça cette notion d'encapsulation. Simplement, comme je l'ai dit ici, donc les variables définies dans une fonction sont locales à celle-ci. Cela évite les interférences avec le reste du programme, même si d'autres variables ont le même nom. C'est-à-dire, en d'autres termes, ici, c'est-à-dire tu peux déclarer une variable dans une fonction avec un nom spécifique, par exemple ma variable. Ça, c'est une variable que vous avez définie dans la fonction. Vous pouvez réutiliser ce même nom à l'extérieur de la fonction, en fait. Il n'y aura pas d'interférence puisque je dis fonction, la variable, ma variable que vous avez définie à l'intérieur de la fonction est locale à la fonction. Donc, c'est isolé, simplement. Le résultat, meilleure isolation des données et protection contre les modifications externes accidentelles. Comme je vous l'ai dit, ces deux notions, ça va revenir en POO. Donc, j'espère quand même que là, c'est compris. Abstraction, c'est-à-dire, vous ne savez pas ce qui a été fait derrière, comment ça a été implémenté derrière. Vous utilisez juste, vous connaissez la syntaxe, vous utilisez juste. Vous ne cassez pas la tête pour savoir comment ça a été fait. Encapsulation, donc les données à l'intérieur sont protégées. Donc, les variables sont locales. Troisième avantage des fonctions en Python, c'est la modularité. Et pour moi, je pense que c'est peut-être la force majeure, donc la principale utilité des fonctions ici. Pas seulement en Python, dans les autres langages. C'est parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle les best practices. D'ailleurs, on va les voir dans les meilleures pratiques quand on programme. On doit toujours avoir un code modulaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement, c'est-à-dire diviser ton programme. Par exemple, imaginez vous êtes en train d'écrire un programme pour faire quelque chose. Et ce quelque chose-là, il y a plusieurs parties où il y a plusieurs étapes pour faire ça. Ce qu'il faut faire, ce qui est conseillé, c'est que vous devez définir une fonction pour chaque étape. Donc, vous ne devez pas écrire un programme long juste pour faire tout le travail. Donc, vous devez écrire le programme. Vous devez subdiviser le programme en différentes parties pour permettre en fait la lisibilité, permettre aux autres de comprendre votre code et surtout faciliter le débugage. Débugage, c'est-à-dire repérer les erreurs, donc simplement. Et c'est ce que j'ai expliqué ici. Les fonctions permettent de diviser un programme en petits blocs autonomes et réutilisables. Cela rend le code plus lisible, organisé et facile à maintenir. Par exemple, au lieu d'enchaîner les instructions pour lire
traiter et écrire un fichier, on peut créer 3 fonctions dédiées chacune pour une tâche précise. Donc, j'ai donné un exemple ici pour bien comprendre cette notion de modularité. La tâche, c'est quoi? Vous devez lire un fichier. Vous avez un fichier. Vous devez lire ce fichier, faire un certain traitement quelconque et ensuite écrire le résultat dans un autre fichier. C'est assez basique. Donc, en fait, ce qu'il ne faut pas faire ici, vous ne devez pas écrire tout un long code pour lire le premier fichier, traiter les données du fichier, écrire dans un autre fichier. Non, vous devez en fait séparer ça en blocs indépendants qui sont compréhensibles. Donc, vous allez écrire un premier bloc pour lire le fichier, un deuxième bloc ou une deuxième fonction pour traiter le fichier, traiter ce que vous avez lu, et enfin un troisième bloc ou une troisième fonction pour écrire ça dans l'autre fichier. Donc, c'est ce que j'ai expliqué ici. Donc, lire fichier. En fait, ça, c'est juste un pseudo-code. C'est pas du tout un code Python. Si, ici, j'ai écrit une sorte de code Python, mais ça, de toute façon, j'ai une erreur parce que j'ai pas défini. Donc, vous allez définir une première fonction qui va s'appeler lire fichier. Donc, il y a un certain nombre d'instructions. Ensuite, une deuxième fonction traiter fichier avec un certain nombre d'instructions. Et enfin, une troisième fonction écrire fichier avec un certain nombre d'instructions. Et ensuite, pour exécuter le tout, voilà, vous allez faire lire fichier, traiter fichier, écrire fichier. Imaginez si vous n'aviez pas fait ça, vous allez écrire tout ça en vrac, donc instruction 0 jusqu'à n, instruction 0 jusqu'à... Ça, c'est très difficile à lire et à maintenir, surtout pour quelqu'un pour quelqu'un qui est externe en fait à votre programme. C'est vous l'avez écrit, peut-être c'est vous seul vous le comprenez pour le moment, peut-être même demain vous n'allez pas comprendre ce que vous avez fait. Raison pour laquelle on recommande toujours d'utiliser les fonctions, diviser le code en blocs de façon modulaire. On continue. Alors, j'ai donné une petite remarque ici. À mesure que les programmes deviennent plus complexes, les modulariser, qu'est-ce que j'ai dit ici? À l'aide de fonctions devient de plus en plus avantageux. Donc, diviser une tâche en sous-tâches plus petites vous aide à mieux gérer des problèmes de programmation complexes. Bon, allez, on saute. Donc, quatrième maintenant. Quatrième avantage, c'est la réutilisabilité. Ah ouais, c'est un long mot quand même. Ça aussi, j'en ai déjà parlé. Les fonctions permettent de réutiliser un bloc de code. Par exemple, ici, on revient à ça. Par exemple, lire fichier. Imaginez, vous avez besoin de lire plusieurs fichiers. Ok, vous voulez lire plusieurs fichiers. Est-ce que vous avez besoin à chaque fois d'écrire un bloc de code ou bien d'écrire une fonction pour lire le premier fichier, une autre fonction pour lire le deuxième fichier, une autre fonction pour lire... Non, simplement vous définissez une seule fonction qui va s'appeler lire fichier avec un paramètre ou un argument, le nom du fichier ou bien le chemin vers le fichier que vous voulez lire. Et ensuite, à chaque fichier, vous utilisez la même fonction. Vous donnez juste le nom de la fonction et le chemin vers le fichier que vous voulez lire. Donc, c'est ça l'avantage des fonctions, c'est la réutilisabilité. Donc, les fonctions favorisent la réutilisation du code dans différents contextes sans avoir à le réécrire. Donc, une même fonction peut être appelée à plusieurs endroits dans un programme ou même réutilisée dans d'autres projets. Et vous allez voir, encore une fois, je reviens à ça, quand on va voir la POO, vous allez voir encore une fois l'avantage en fait de la réutilisabilité, parce qu'en Python, je vous ai dit ça au début, carrément au début de la formation, c'est que l'avantage de Python, ce sont les bibliothèques qui sont intégrées. Et les bibliothèques, c'est juste en fait un ensemble de fonctions, de classes, etc. que vous pouvez juste importer et utiliser sans avoir à implémenter vous-même ce que vous voulez faire. Donc, c'est un peu ça. Donc, et il y a un principe en programmation, en informatique de façon générale, qu'on appelle DRI, donc Don't Repeat Yourself. En fait, ça illustre parfaitement cette notion de réutilisabilité, cette notion de modularité. C'est-à-dire, ce concept de DRI, c'est-à-dire vous devez éviter la répétition à tout prix. La répétition inutile, bien sûr. Il y aura des moments où vous allez vous répéter, mais toujours éviter la répétition inutile pour rendre le code plus maintenable et évolutif. Voilà, donc là, je pense que c'est clair. Au moins, vous avez une idée assez claire de c'est quoi une fonction, quels sont les avantages d'utiliser les fonctions. Maintenant,
on va rentrer dans le vif du sujet. Comment définir maintenant votre propre fonction? Vous avez utilisé des fonctions prédéfinies. Maintenant, il faut savoir comment définir une fonction. Donc, par exemple, si on vous dit, on vous donne une fonction, je sais pas moi, trigonométrique, un peu complexe, et on vous dit de l'implémenter en Python, bah, comment vous allez le faire? C'est simple. Donc, on peut commencer. La syntaxe générale pour définir une fonction est présentée comme suit. Donc, on a d'abord, dans un premier temps, le mot-clé DEF. Def. Def, c'est une. Je vous l'ai dit, Python aime contracter les mots anglais. Def, en fait, c'est define. Ou je sais pas, c'est definition. En tout cas, je pense que c'est define et qui a été contracté en def. Donc, je définis et je dois donner un nom à ma fonction. Tout comme en mathématiques. Donc, je donne le nom, par exemple, non-fonction ou ma fonction. Et attention ici, la nomenclature des noms de fonctions, ça suit exactement la même nomenclature qu'avec les variables. On a vu les règles de définition d'une variable. Il ne faut pas commencer par, je sais pas, par un nombre. Il ne faut pas séparer ça. Il faut pas utiliser les tirets du 6. Il faut utiliser les tirets de 8, etc., etc. On a vu la nomenclature des variables. Ça suit exactement cette même nomenclature-là. Donc, def, nom de la fonction, parenthèse, comme en maths. Et ensuite, ce qu'il y a entre les parenthèses, vous vous rappelez qu'on avait mis f de x, y. En fait, vous donnez une liste de paramètres ou d'arguments. Paramètres et arguments, c'est pratiquement la même chose. Il y a une petite nuance entre les deux termes, mais on s'en fout. On peut les utiliser de façon interchangeable. Donc, vous donnez une liste d'arguments ou de paramètres. Et ensuite, lorsque vous fermez la parenthèse, vous devez obligatoirement, comme on a vu au niveau de les structures conditionnelles if, elif, else, ou bien les structures itératives for, while, il faut toujours mettre 2 points avant de revenir. Et bien sûr, on a le bloc indenté qui donne le corps de la fonction. Voilà, donc exactement comme ce qui est défini ici. Def, nom de fonction, entre parenthèses, liste de paramètres. Le crochet ici, attention, je ne veux pas dire qu'on doit mettre des crochets, c'est juste pour dire c'est une liste de paramètres en fait. Et ensuite, 2 points, on revient à la ligne indentation, votre code, donc le corps de la fonction. Bon, ici, c'est pas très bien visible, j'ai peut-être pas utilisé une bonne image, mais bon, vous voyez un peu. Donc, on a def, qui est le mot-clé qui est utilisé pour créer une fonction. On a le nom et la parenthèse, bon, le nom de la fonction. Et bien sûr, on a le corps de la fonction. Et bon, ici, j'ai encore plus détaillé ça. Composant def, c'est le mot-clé qui commence la définition de fonction, non-fonction, donc un identifiant Python valide qui nomme la fonction, une liste optionnelle de paramètres formels séparés par des virgules, c'est important, ça doit être séparé par des virgules, 2 points, c'est la ponctuation qui va indiquer la fin de l'entête de la fonction, donc vous devez revenir à la ligne dès que vous mettez 2 points, et ensuite le bloc qui donne tout simplement le corps ou le code de la fonction. Donc un exemple, pour pratiquer ça un peu. Donc, exemple de première fonction. Donc, ici, bon, une fonction, on a tous, comment on dit ça, on a tous utilisé l'exemple hello world. Bon, changer un peu. Donc, ici, def, ce que je vais faire, c'est juste une fonction qui va dire bonjour quelque chose. Bon, bonjour Pythonista, bonjour un nom. Par exemple, ici, def saluer. Le saluer, la fonction saluer prend un paramètre qui s'appelle nom, le nom de la personne. Et ensuite, qu'est-ce que je fais simplement? C'est une fonction très basique. Donc, d'ailleurs, elle ne fait rien. on pouvait ne pas utiliser une fonction, mais là, vu que c'est juste un exemple pour introduire. Donc, print, j'utilise le f-string. Donc, bonjour, non. Par exemple, là, au lieu de Pythoniste, et vous voyez ce que j'ai fait ici. Donc, j'utilise maintenant pour appeler la fonction, j'utilise le nom de la fonction entre parenthèses et je lui fournis les arguments. Par exemple, je peux dire ici, bonjour, je sais pas moi, attention. Par exemple, je peux dire bonjour Rafik, par exemple. Bonjour Rafik. Voilà. Donc, il va me dire bonjour Rafik. Ou bien, je sais pas. Bonjour qui? Bonjour Albin. Donc, ça va. Donc, c'est simple. C'est un exemple assez classique. Donc, je passe. Je pense jusque là, il n'y a pas de question. Tout est bien clair, je suppose. Ok. S'il y a des questions, vous pouvez m'interrompre à n'importe quel moment. Donc, on passe à la partie suivante, c'est l'appel de fonction. Donc, comment appeler les fonctions. On a déjà vu, par exemple, là, on a appelé une fonction. Bon, mais ça, c'est une fonction vraiment basique, c'est trop simple. Donc, il faut qu'on voit vraiment comment appeler, les différentes façons d'appeler une fonction dans Python.
Donc, et en fait, il y a principalement deux façons de faire l'appel de fonction en Python. Qu'est-ce que j'ai dit ici? Vous avez déjà appelé plusieurs fonctions jusqu'à présent, of course. Donc, la syntaxe consiste à écrire le nom de la fonction suivi d'une paire de parenthèses qui entoure une série optionnelle d'arguments. Le optionnel, il est important ici. Et vous allez voir pourquoi. Donc, c'est la même chose. Donc, nom de la fonction, entre parenthèses, les arguments. Et comme je vous l'ai dit, il y a principalement deux manières d'appeler les fonctions. La première manière, c'est ce que... je vais revenir à cette image-là une fois qu'on aura vu ça. Donc, la première, c'est les arguments positionnels. Donc, et la deuxième, ce sont les arguments les keyword arguments, les arguments par mots-clés. Donc, les arguments positionnels. Donc, les arguments positionnels, c'est juste un moyen rapide d'appeler une fonction sans avoir à spécifier le nom des paramètres rapidement. Par exemple, ici, je reviens à l'exemple simple qu'on a vu. Vous avez vu, quand j'ai dit saluer, j'ai donné directement la valeur du nom. J'ai pas dit si Alban c'est le, j'ai pas spécifié en fait si Alban c'est le, j'ai donné directement la valeur. Donc, un autre exemple ici, je définis une fonction pour calculer, je sais pas moi, le coût d'article, donc quelconque. Et ma fonction ici prend trois paramètres. Le premier paramètre, c'est l'article, donc quel article. Deuxième paramètre, c'est la quantité. Et troisième paramètre, c'est le prix. Donc, avec bien sûr la même manière dont on a vu pour définir une fonction. Donc, le mot-clé def, le nom de la fonction, les parenthèses, les arguments entre ces parenthèses-là, deux points. Je reviens à la ligne indentation. Et qu'est-ce que je fais? Comme je l'ai dit, c'est pour calculer le coût, disons le coût total des articles. Qu'est-ce que je fais? Je dis, bon, allez, j'affiche quantité, la quantité, c'est quel article, et je dis coûte, donc tant article coûte, et bien sûr le prix total, je fais quantité fois le prix. Donc c'est la quantité fois le prix. Donc ensuite, une fois que la fonction est définie, je peux l'utiliser, donc je peux l'appeler. Quand je l'appelle, je dois lui donner des paramètres. Par exemple, je veux calculer le coût de banane. Donc, ici, qu'est-ce qui va se passer? Bon, je l'ai résumé dans ce tableau ici, mais c'est pas grave, vous allez voir. Donc, directement, on peut y aller. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Banane, en fait, ce que je veux dire ici, Python va considérer que chaque position ici, la première position correspond à celui-là. Donc, le deuxième élément ici correspond à ça. Et le troisième élément correspond à ça. Donc, ici, la valeur banane sera affectée à article, la valeur 6 sera affectée à la quantité et la valeur 0,64 sera considérée comme le prix. Et vous voyez le résultat, ça donne quoi? Donc 6 bananes, donc le 6 que j'ai passé ici, banane, bon bien sûr c'est l'article, coûte et le prix total, donc c'est la quantité fois le prix. Donc les paramètres article, quantité et prix sont comme des variables définies localement dans la fonction. Quand vous appelez la fonction, les valeurs banane 6 et 0,74 sont liées aux paramètres dans l'ordre. Voilà. Donc, c'est simple. Donc, ici ce que je veux vous faire comprendre, c'est que je n'ai pas eu besoin de dire est-ce que banane, c'est ça qui est quantité, ou bien c'est 6 qui est article, ou bien c'est 0,74 qui est le prix. J'ai pas eu besoin de faire ça. Directement, il considère l'ordre avec lequel tu as défini les paramètres dans la fonction. C'est ce même ordre-là que tu dois utiliser quand tu appelles la fonction. C'est très important. Pourquoi? Tout simplement parce que si tu changes l'ordre, automatiquement, soit tu vas avoir un résultat qui est faussé, soit tu vas avoir une erreur. Deux exemples que j'ai donnés ici. Regardez, j'utilise cette même fonction, calculer coût, et regardez, je donne banane. Bon, ça va, on considère que l'article, ce sont les bananes. Mais là, je donne 0,74, je donne le 0,74, ensuite le 6. C'est comme s'il va considérer maintenant que la quantité c'est 0,74 et le prix c'est 6. Quantité 0,74, ça n'a aucun sens. Mais pourtant, bon, ça va vous donner un résultat parce qu'en fait, ce que j'ai fait quantité fois le prix. Bon, ça revient à la même chose. La multiplication est commutative. Il n'y aura pas un changement dans ce cas. Mais, regardez, ici, dans le deuxième exemple, je mets le 6 d'abord, je mets banane et ensuite je mets 74. Donc là, ce qu'il va essayer de faire, il va essayer de faire banane multiplié par banane multiplié par 0,74. Là, c'est autre chose. Donc, là, vous êtes en train de faire n'importe quoi. C'est pas ce dont la fonction a été conçue pour. Donc, attention, lorsque vous utilisez les arguments
positionnel. C'est la raison pour laquelle on appelle ça positionnel. La position est très importante. Si vous utilisez les arguments positionnels, cette manière d'appeler les fonctions, il faut respecter l'ordre avec lequel la fonction a été définie. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai dit? Les arguments positionnels sont conceptuellement simples à utiliser, mais ils ne sont pas indulgents. Vous devez spécifier le même nombre d'arguments dans l'appel de la fonction, bon, qu'il y a de paramètres dans la définition et doivent être euh, dans exactement le même ordre. Voilà, qu'est-ce que j'ai encore ajouté? Un inconvénient des arguments positionnels est qu'ils peuvent encore rendre... Oui, exactement. Regardez, ici c'est bien. C'est moi-même j'ai défini la fonction. Je sais, par exemple, que le premier élément correspond à article, le deuxième correspond à quantité, le troisième correspond à prix. Mais imaginez, vous voulez utiliser une fonction que quelqu'un d'autre a définie. Vous n'avez peut-être pas accès c'est-à-dire au contenu de la fonction, au programme de la fonction, donc au corps de la fonction. Vous avez juste, vous pouvez juste utiliser la fonction avec les paramètres, mais vous ne savez pas quel paramètre correspond à quoi en fait. Donc regardez par exemple ici l'exemple que j'ai donné. Update product, c'est une fonction qui n'existe pas, je ne l'ai pas définie, mais juste pour que vous compreniez en fait l'importance ici. Donc je donne des paramètres, je donne 1, 2, 3, 4, 15, 2, 55, 12, 31, 2025. Bah, si je demande à quelqu'un d'entre vous de deviner à quoi correspondent ces chiffres-là, je pense que même moi je ne sais pas, je l'ai fait au hasard. Donc personne ne va... Peut-être ça, vous allez dire, bon, c'est une date, mais c'est la date de quoi? Ou ça correspond à quoi? Voilà. Donc, ce que je vais dire ici, c'est très difficile de deviner ce que représente chaque valeur sans savoir comment la personne a défini sa fonction en fait. C'est difficile. Donc, raison pour laquelle on va voir une autre manière d'utiliser, c'est ça, d'appeler les fonctions qui est beaucoup... C'est moins simple, c'est plus long, c'est plus fastidieux, mais c'est la façon la plus sûre d'utiliser en fait ou d'appeler les fonctions. Donc, et ça, cette manière-là, c'est ce qu'on appelle les keyword arguments, en français, arguments par mots-clés. Donc, ici, le principe, il est assez simple. Juste, au lieu de, lorsque vous appelez la fonction, au lieu de donner la valeur directement, vous dites le nom de l'argument égale la valeur que vous voulez qu'elle prenne, en fait. Donc, qu'il prenne. Donc, que l'argument prenne. Simplement. Donc, regardez ici, encore, je prends une fonction imaginaire. Non, c'est pas une fonction imaginaire, c'est une fonction que j'ai définie ici. La même fonction que j'ai définie, calculer le coût. Donc, qu'est-ce que je fais? Cette fois-ci, au lieu de donner directement banane 0,74,6, je dis article. Donc, je donne article, en fait, c'est le nom du paramètre ici, tantôt. Donc, l'article, le nom de paramètre, le nom du premier paramètre, c'était article. Deuxième paramètre, quantité. Troisième paramètre, prix. Donc, je dis article égale banane. Je spécifie, je suis plus précis, plus détaillé. Quantité égale à 6, prix égale à 0,74. Donc, là, maintenant, il n'y a même pas d'ambiguïté. Il n'y a aucune ambiguïté. On sait à quoi correspond banane, c'est l'article, à quoi correspond la quantité, etc. Donc, l'utilisation des arguments par mots-clés supprime la restriction sur l'ordre des arguments. Voilà, et lorsque vous utilisez cette syntaxe-là, vous n'avez pas besoin de respecter le même ordre en fait. Donc, vous pouvez commencer par prix, ensuite, je sais pas moi, article, ensuite quantité, comme vous voulez. Donc, c'est ça l'avantage d'utiliser les arguments, les keyword arguments, c'est-à-dire vous utilisez les mots-clés qui ont été les mêmes mots-clés qui ont été utilisés lors de la définition de la fonction et vous donnez la valeur de ces mots-clés-là, simplement. Et bien sûr, les avantages, c'est plus flexible dans l'ordre et la lisibilité, elle est améliorée, simplement. Euh, voilà, et là, vous voyez, ça encore, c'est ma fonction, c'est ma fonction imaginaire, là, update product. Et bon, ici, je l'ai mise en anglais. Alors, attendez, je vais mettre ça directement. Je vais intégrer ça dans le code pour que ça ne produise pas une erreur. Putain. Donc, j'écris Python. Voilà. Bon, pour éviter que ça me produise l'erreur, en fait. Je ne veux pas l'exécuter. Directement, je l'intègre dans le texte. Voilà, donc, j'ai ma fonction, mettre à jour. Vous voyez, là, c'est la manière dont je vous avais montré. C'est l'exemple que j'avais donné ici. C'est le même exemple. Mais cette fois-ci, je vous avais demandé de deviner. Selon vous, est-ce que vous allez pouvoir deviner? Bon, maintenant, c'est plus clair. On sait que 1, 2, 3, 4 correspond à l'identifiant du produit. 15, ça correspond à la quantité. 2,55 correspond au prix. Et enfin, ça, la date la date bizarre là, en fait, ça correspond à la date d'expiration du produit. Donc là, on est plus clair en fait.
Voilà. Donc, c'est bon. Je pense que c'est clair jusque-là. Mais en fait, vous n'êtes pas restreint de choisir l'un ou l'autre parmi les deux méthodes, que ce soit argument positionnel ou argument par mot-clé, par keyword. Vous pouvez mixer les deux. Mais là aussi, il y a des dangers lorsque vous utilisez le mixage, donc la combinaison d'arguments positionnels et par mots-clés. Donc, je vous montre un exemple. Je vous montre ça par un exemple. Donc, encore la même fonction de calculer le coût. Donc, ici, regardez ce que je fais. Pour le premier argument, je donne directement la valeur de l'article, banane. Mais le deuxième argument, je spécifie, je dis quantité égale à 6 et prix égale à 74. Alors que je n'ai pas fait ça pour article, mais ça marche tranquille. J'ai le résultat, le même résultat que je veux. Mais, comme je le disais, le seul bémol, le seul souci lorsque vous utilisez cette combinaison d'arguments, c'est que vous devez toujours utiliser les arguments positionnels avant les arguments par mots-clés en fait. Donc, les arguments positionnels doivent toujours venir en première position. Et c'est compréhensible, c'est logique. Pourquoi? Regardez. Ici, dans cet exemple-là, je donne article, je dis article égale banane, je mets quantité égale à 6, ensuite je mets 0,74. Je ne dis pas prix égale à 0,74, je mets directement 0,74. Regardez, il me donne une erreur. En fait, déjà, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une raison. Peut-être c'est moi qui me dit ça. Mais en fait, c'est une convention dans Python. Tout comme les autres trucs, c'est une convention. Le créateur de Python a décidé que c'est comme ça. Mais moi, je pense que c'est plutôt logique, puisque dans cet exemple-là, on a juste trois arguments. C'est bien. Quand on a trois arguments, il n'y a pas de problème. Mais souvent, vous allez définir des fonctions avec une dizaine d'arguments. Et à chaque fois, si vous allez définir d'abord les arguments, qu'on appelle les arguments par mots-clés au début, et ensuite utiliser les arguments positionnels à la fin, ça ne sera pas logique parce qu'on ne saura plus à la fin quel argument correspond à quoi en fait. Donc, directement, autant utiliser les arguments positionnels, vu que, bon, on sait directement, là, quand on définissait, on sait que le premier c'est article, on peut facilement savoir que le premier argument c'est article, deuxième argument c'est quantité, mais à partir d'un moment, on perd le fil, donc si on utilise les arguments positionnels au début, c'est bon, on suit la logique. Mais à partir d'un moment, il faudrait peut-être préciser quel argument correspond à l'autre en fait. Donc c'est juste pour vous dire, c'est un peu logique. Donc en tout cas, c'est une convention. Évitez ça. Si vous utilisez un mixage, toujours les arguments positionnels au début et ensuite vous utilisez les arguments par mots-clés. Simplement. Donc je pense que là, c'est clair jusque-là. C'est bon. Il n'y a pas de questions jusque-là. Ok, très bien. Donc, je continue. Maintenant, on va voir les retours au niveau des fonctions, parce que l'un aussi des avantages, comme je vous le disais, les avantages des fonctions, c'est qu'ils permettent d'exécuter un bloc de code, enfin de faire un certain traitement et de retourner une certaine valeur. Donc, on veut en fait que la fonction puisse faire un traitement donné et nous donne une valeur en retour. Et c'est ça l'avantage en fait d'utiliser les types de retours. Bon, j'ai mis euh, une petite vidéo sympathique ici, là. Donc, bon, vous pouvez la regarder après, on est à court de temps. En fait, ce que ça fait, c'est quoi? En fait, ça désigne, ça illustre en fait le fonctionnement d'une fonction avec un retour. Donc, on a des arguments. Les arguments vont prendre des valeurs. Donc, ici, il y en a trois. Il va faire un certain traitement. Ensuite, quand c'est fini, il va donner un retour, donc une valeur de retour. Donc, c'est ça. Donc, en général, les fonctions peuvent faire une ou plusieurs des choses suivantes. Causer un effet de bord sur son environnement. Ouais, très important. Je vais vous expliquer tout ça. Retourner une valeur à son appelant. Causer un effet de bord et retourner une valeur. Ok, je vous explique ça step by step. Donc, premièrement, produire des effets de bord. Ce que je veux dire par produire des effets de bord, c'est quoi? En fait, les fonctions, ça va s'intégrer dans votre code. Peut-être que vous avez écrit un certain code. À un moment, vous avez besoin de définir une fonction pour peut-être changer la valeur d'une variable qui a été définie en haut, ou bien, je sais pas moi, calculer quelque chose, une nouvelle valeur, etc. Donc, dans une fonction Python, vous pouvez modifier, ce que je veux dire, c'est vous pouvez modifier un objet depuis une portée externe.
par exemple, une variable qui a été définie depuis longtemps à l'extérieur de votre fonction. Vous avez besoin de modifier sa valeur, en fait. Et bien sûr, ce changement va se refléter sur l'environnement appelant. Donc, ici, qu'est-ce que je fais? Je définis une fonction. Tout simplement, cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va calculer le carré, bon, le double. C'est pas le carré, le double. Elle va calculer tout simplement le carré de nombre que vous allez donner ça en liste, en fait. Donc, bien sûr, ici, je vais utiliser une boucle for. Donc, en fait, ce que je vais dire, on a une liste, une certaine liste de nombres, 1, 2, 3, 4, 5. Et tout simplement, vous voulez que que cette liste-là contienne non plus les nombres qui sont là, mais le double de ces nombres-là. Donc, j'ai défini une fonction qui s'appelle doubler, donc qui prend la liste de nombres. Et qu'est-ce qu'elle fait? Donc, je parcours. Alors, je vais faire quelque chose parce que là, j'ai complexifié. Je sais que des gens vont me. Parce que la fonction énumérée, c'est quelque chose qu'on doit voir dans les listes, pas ici. Je vais simplifier ça. For i in. For i in. Alors, doubler nombre, list index out of range. For i in, c'est quoi le souci? Attends. J'avais mis ça. Bon, en fait, c'est pas grave. Je laisse ça comme ça pour ne pas perdre du temps. En fait, ce que je fais ici, donc je parcours la liste, c'est la liste de nombres ici. Donc, ici, j'ai 5 nombres. J'ai mis for i, virgule. Vous voyez le petit tiret ici, le petit tiret que j'ai mis ici. En fait, ça, c'est une conséquence directe de la fonction que j'ai utilisée énumérée. En fait, normalement, on doit voir ça dans les listes avancées. Je sais pas pourquoi j'ai utilisé ça ici. On doit voir ça dans les listes avancées. Cette méthode là, j'ai voulu l'utiliser, je sais pas vraiment pas pourquoi je l'ai utilisé ici. Soit je simplifie, soit je laisse ça et je perds du temps pour vous expliquer ça ici et ne pas vous expliquer ça de l'autre côté. Mais voyons voir pourquoi il me met list out of index. Alors, ok, nombre, ok, je vois, mais ça sera une solution sous-optimale en fait. For i in range plus 1. Alors, only concatener list for i in range. Alors, c'est quoi le problème ici? Ah, ok, je comprends. Bien sûr. C'est in range la longueur de la liste, pas la liste elle-même. Ok, donc je simplifie. En fait, j'ai simplifié le code pour ne pas dire la fonction énumérique parce que je vais perdre peut-être 10 minutes pour vous expliquer ça, mais c'est assez simple. Donc, ici, je définis une fonction doublée, donc qui prend une liste de nombres. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je parcours juste chaque élément de la liste et je calcule le double du nombre, de chaque nombre en fait. Donc, for i in range, la longueur de la liste, qui est 5 ici. Donc, je prends chaque nombre et je calcule son double. Donc, j'utilise ici l'opérateur étoile égale. Donc, j'affecte le double du nombre à la position de ce même nombre-là. Donc, une fois que c'est bon, je définis une liste. Par exemple, là, si vous voulez, pour ceux qui n'ont pas compris, en fait, c'est que le nombre, la liste, je peux la définir avant la fonction, en fait. Et ensuite, j'appelle la fonction ici. Donc, j'appelle la fonction sur cette liste nombre et j'affiche le résultat. Et regardez, ça donne maintenant le double de chaque nombre. Donc, 2, 4, 6, 8, 10. Mais en fait, ce que on a fait ici, c'est quoi? C'est que cette liste-là, elle a été passée en paramètre. C'est pas une liste qui était à l'intérieur de la fonction. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai modifié l'objet, la variable nombre, depuis une portée externe. En fait, la variable, la liste n'était pas à l'intérieur de la fonction. Donc, une fonction peut produire des effets de bord, tout simplement, ce que je voulais dire par là, c'est que vous pouvez juste modifier soit la valeur, soit le comportement d'une variable ou quelque chose à l'extérieur de la fonction, en fait, simplement. Ensuite, mais quand vous regardez, j'ai juste modifié la liste. J'ai pas, disons, retourné de valeur. J'ai juste modifié la liste et c'est bon. Ensuite, je continue. Cette fonction fonctionne en générant un effet de bord. Elle modifie la liste originale. Très bien. Ensuite, éviter les effets de bord indésirables. Ici,
Je sais pas si je vais l'expliquer, c'est pas grave. Euh, En fait, souvent, il se peut que vous ne voulez pas modifier la valeur d'une variable donnée, une variable qui est à l'extérieur de la liste. Vous voulez juste peut-être avoir leur valeur, faire un traitement et continuer votre programme. Mais vous ne voulez pas forcément modifier ou affecter en fait, c'est ce qu'on appelle un effet de bord indésirable. Et justement, pour éviter ces effets de bord indésirables là, vous pouvez en fait tout simplement créer une nouvelle liste. C'est comme si vous faites une copie. Donc ici, doubler. Et en fait, pour expliquer ça, imaginez, vous voulez pas en fait que le double se calcule et que vous voulez pas changer la liste originale. Vous voulez peut-être créer une nouvelle liste double qui va contenir les doubles, tout en gardant intacte la liste originale. Donc la liste de noms, vous voulez garder ça intacte et calculer une nouvelle liste contenant les doubles. Donc c'est ce que j'ai expliqué ici. Donc ce que vous allez faire tout simplement, tout ça c'est lié aux listes. Raison pour laquelle j'hésitais en fait à expliquer ça, parce que là aussi on doit utiliser une fonction qui s'appelle append, qui est une fonction de liste. Mais bon, c'est pas grave. En fait, ici, ce que j'ai fait, j'ai défini la fonction donc def doublé. Je j'initialise une liste vide ici, donc avec les crochets, c'est une liste vide. Et qu'est-ce que je fais? Je mets for number in number, donc je parcours chaque nombre. Et qu'est-ce que je fais? Résultat, la liste, en fait, j'ajoute à chaque fois un nouvel élément à la liste. Donc, au début, c'est vide, donc j'ajoute un élément, le premier élément, le deuxième élément, et ainsi de suite. C'est ça, append. Append, c'est juste coller. C'est quoi le bon mot en français? C'est ça, coller, donc ajouter un élément à la liste. Et je retourne, et là vous allez voir, j'ai utilisé une syntaxe, return résultat. Donc là, on commence à rentrer en fait dans cette notion de retour. Donc, vu que là, j'ai pas modifié directement le contenu de cette liste-là, je dois retourner la nouvelle liste que j'ai définie, puisque j'ai défini ici, si je ne fais pas, si je n'écris pas return résultat, bah, il y a un problème. Le problème, c'est quoi? Il ne m'affiche rien. Il ne donne rien. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est vrai, j'ai défini une variable qui contient une liste vide. Et ensuite, j'ai ajouté le double de mes nombres à cette liste-là. Mais et après? Je vous ai parlé des variables locales. Ici, la variable résultat, c'est une variable locale à la fonction. Elle n'est pas accessible à l'extérieur. Donc, c'est-à-dire, une fois que la fonction est exécutée, vous perdez le contenu de la variable, simplement. Donc, une fois que la fonction est exécutée, le contenu de cette variable que vous avez définie là, vous n'y avez plus accès en fait. Justement. Donc, quand vous avez besoin d'accéder à une variable que vous avez définie dans une fonction, vous avez besoin d'accéder à un résultat que vous avez défini dans une fonction, vous devez retourner ce résultat explicitement. Vous devez dire, OK, je fais un certain nombre d'instructions, retourne-moi le résultat pour que je puisse y avoir accès à l'extérieur. Donc, par exemple, ici, je veux calculer le nombre, le double des nombres de ma liste et je veux avoir accès à ces nombres-là après. Je veux les utiliser après pour faire des traitements quelconques. Donc, je dois retourner en fait cette variable-là. Et sûr, on va voir ça en détail. D'ailleurs, c'est ça le prochain point. Voilà, donc je retourne le résultat. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Bon, ma liste de nombres, toujours la même chose. J'utilise ma fonction doubler nombre et j'affiche le résultat. Donc, ça contient maintenant les doubles. Donc, l'avantage ici, c'est quoi? Contrairement à ça, j'ai calculé. Alors, j'ai ma batte qui est faible. Contrairement à ce que j'ai fait en haut, j'ai calculé le double des nombres de la liste sans modifier la liste originale. Donc, j'ai toujours ma liste nombre qui est intacte. Et maintenant, j'ai une nouvelle liste qui contient le double de ces nombres-là. Simplement. Voilà, très bien. Et vous voyez, j'ai toujours ma liste nombre qui est intacte. Très bien. Maintenant, on va voir on va voir en détail maintenant le retour des valeurs. Donc, bien sûr, on a déjà vu ça, mais c'est pas grave. Donc, les fonctions Python peuvent retourner des valeurs concrètes. Donc, et pour cela, vous allez tout simplement utiliser le mot-clé ou l'instruction, si vous préférez, return. Return, retour en français. Qu'est-ce que je fais? Ici, par exemple, je définis une fonction qui s'appelle identité, qui prend un paramètre. Le paramètre ici, c'est x. Et qu'est-ce que je fais dans cette fonction-là? C'est juste une fonction où ceux qui ont fait un peu de maths, vous savez c'est quoi la fonction identité en algèbre linéaire. Donc ça retourne tout simplement la même valeur qui a été passée en paramètre. F de x égale à x. C'est la fonction identité. Donc je retourne x. Donc x égale à x. Voilà. Donc si je donne 42, il va me retourner 42. Mais si par exemple je n'avais pas mis ce return là, ou je sais pas, j'avais mis peut-être x égale, je sais pas, 42 ici, vous n'allez rien avoir en retour parce que
vous n'avez aucun moyen d'accéder à ce x-là ici. Donc, vous n'avez aucun moyen d'y accéder. Peut-être que j'avais mis x ici. Vous n'avez aucun moyen d'y accéder. Le seul moyen, bon, il y a d'autres moyens, par exemple, utiliser le mot-clé global, local, etc. Mais en fait, le moyen le plus certain, si vous avez besoin d'afficher ou d'utiliser le résultat après, c'est d'utiliser le mot-clé return, simplement. Et là, c'est un exemple où j'ai utilisé une seule valeur de retour. Vous pouvez retourner plusieurs valeurs. Donc, ici, je crée une fonction, créer un point au niveau du plan cartésien, par exemple. Donc, x, y, ça prend deux valeurs, x et y, et je retourne x, y. Ensuite, j'appelle ma fonction, créer point, je lui donne 2 pour x. Ici, j'utilise directement les arguments positionnels. Par exemple, là, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête pour dire, OK, je vais utiliser les arguments par mots-clés, mettre x égale à ça, y égale à ça. Ça va perdre du temps parce qu'il y a juste deux arguments que vous connaissez bien. Donc, voilà. Donc, 2, 4. Et ça me crée directement le point avec ces deux arguments-là. Aussi, vous pouvez retourner entre griffes rien du tout. Comment le faire? Donc, une fonction peut retourner non explicitement ou implicitement. Par exemple, ici, je définis une fonction qui n'a aucun paramètre, aucun argument et qui retourne rien du tout, qui retourne rien. Et si vous regardez, j'affiche print fonction, ça me retourne non. Non, c'est mon rien du tout là en fait. Voilà. Ensuite, sortir prématurément des fonctions. En fait, je vous montre ça, le retourne rien du tout là en fait. Vous allez peut-être vous demander, bah, c'est quoi l'utilité de ne rien retourner? En fait, souvent ça a une utilité. Ça permet justement de sortir. C'est comme, en fait, c'est équivalent au mot-clé break quand on a vu au niveau des structures itératives. Souvent, quand vous voulez sortir prématurément d'une fonction, vous pouvez utiliser le return en fait. Parce qu'en fait, ce que je ne vous ai pas encore dit, mais je suis sûr ceux qui ont fait un peu de programmation C ou C++, vous le savez, quand on utilise return dans une fonction, quel que soit ce que vous allez mettre après le return, ça ne sera pas exécuté en fait. Le return, ça marque directement la fin de votre fonction, simplement. Dans certains langages, d'ailleurs, vous pouvez même pas écrire quelque chose après le return. Je sais pas en Python, j'ai jamais essayé. Je pense que tu peux peut-être écrire quelque chose après le return, mais ça ne sera jamais pris en compte en fait. Par exemple, je fais X. euh, bon, je vais même pas essayer. Je veux pas vous montrer les mauvaises habitudes. Donc, c'est ça. Donc, à partir du moment où vous mettez return, c'est considéré comme la fin de la fonction. C'est-à-dire, en fait, pas la fin, mais c'est considéré comme vous allez sortir de la fonction, en fait. C'est fini, l'exécution est terminée. À moins que vous utilisez des conditions. Par exemple, cet exemple que j'ai donné ici pour sortir prématurément des fonctions. Bon, vous allez vous demander pourquoi j'utilise ça. C'est pas complexe. C'est vrai qu'on n'a pas encore vu les modules, comment importer les modules et tout ça. Mais c'est pas grave. En fait, bon, je pense que je vais sauter ça. Je vais sauter parce que je veux pas perdre du temps pour expliquer ce que j'ai fait ici. Je vais trouver un autre exemple pour le remplacer pour que ça soit plus simple. Mais juste retenez, quand j'utilise return, en fait, ça me permet de sortir de la fonction. Par exemple, je peux mettre, je sais pas, bon, je vais vous chercher un autre exemple. Mais bon, c'est juste retenir ça. Return, quand la fonction croise return, il va sortir de la fonction prématurément, même s'il y a des trucs après, en fait. Ok, donc une fonction peut également retourner des valeurs booléennes. Donc, les fonctions peuvent retourner true ou false selon une condition. Par exemple, ici, je définis une fonction qui permet de vérifier. Je pense que cette fonction, on l'avait déjà utilisée, on l'avait déjà définie et utilisée quelque part. Je ne sais plus, mais je me rappelle très bien. Donc, la fonction permet de vérifier si un nombre est pair ou impair. Bon, si un nombre est pair, et si c'est pair, ça va renvoyer true, sinon ça renvoie false. Donc, je vérifie, je fais nombre modulo 2. Ah oui, c'est dans les exercices qu'on a vu la dernière fois. Nombre modulo 2 égale 0. Donc, si j'utilise est pair avec 2, donc bien sûr 2 est pair, ça renvoie true. Si j'utilise avec 3 est impair, ça va renvoyer false, simplement. Donc, c'est une fonction assez basique. Il est 23h43. Alors, ouais, les numérotations aussi ne sont pas bien organisées. Je vais corriger ça. Valeur d'argument par défaut.
si vous assignez une valeur, alors je pense, est-ce qu'on va pas s'arrêter là? Euh, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. Mais est-ce que tout est clair jusque-là? Il n'y a pas de questions particulières? Ok. Alors, ouais, c'est un chapitre qui est assez long. C'est assez long et là même j'ai pas complètement terminé. En fait, vous allez voir quand je vais mettre à jour le repos. Il y a deux, vous allez voir deux fichiers sur les fonctions. Le fichier que j'utilise actuellement, ça c'est, disons, une introduction, les fonctions de façon basique. Mais en fait, si vous voulez peut-être approfondir vos connaissances sur les fonctions, alors j'ai même pas terminé en fait parce que j'étais en train de travailler sur ça ce soir. J'ai pas terminé. Comment utiliser d'autres méthodes. Bon, vous avez de toute façon, vous allez voir ça. On va pas le voir ici avec les autres, mais je pense ceux qui voudront aller plus en détail avec les fonctions, vous allez consulter ce fichier-là. Parce que si je m'amuse à aller en détail dans ça, on risque de ne jamais finir en fait. Donc, ouais, quand même, docstring, ça c'est assez simple. Les annotations, euh, les fonctions asynchrones, ça aussi c'est important souvent pour ceux qui veulent faire du back-end, ceux qui vont peut-être faire des projets de web avec Django. Bon, anyway, de toute façon vous allez voir ça. J'ai pas encore terminé, il faut que je termine la rédaction et que je formate ça bien. Bon, je pense on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous avez eu votre dose. Je sais que c'est assez facile pour ceux qui ont déjà quelques notions avec les autres langages. C'est même plus simple que les autres langages, je suis sûr. C'est même plus simple. Mais bon, voilà quoi. Ok, bon, je pense on va s'arrêter là. Est-ce que vous avez des questions? Il y a des questions, des parties que vous n'avez pas bien compris. Yusra, Wen Panyakde, Wahabu, Tassere, Haruna, Rafik, Devi, Idrissa, Désiré, Alida, Afsata, Diao et moi-même. Ok, très bien. Je vais. Bon, de toute façon, c'est pas la peine. Je vais juste prendre une, si vous me permettez, une capture de la présence. Parce que pour les projets à venir, il faudrait que je m'assure. Parce que ce que je vais faire pour les projets, déjà, en fait, commencer à réfléchir comment, en fait, sur le type de projet qu'on va faire quand on va finir les cours. Je vais, en fait, on va très probablement vous regrouper, en fait, en équipe, peut-être des équipes de deux personnes, trois personnes, mais je vais juste prendre les personnes qui sont le plus actifs. Je pense que la plupart des projets seront orientés IA, machine learning. Bon, c'est mon domaine, mais je pense que ça sera des trucs assez intéressants, je suis sûr. Donc, de toute façon, je vais d'ici 2 semaines comme ça, je vais vous envoyer une liste de projets et vous allez essayer peut-être de former des groupes. Je sais pas si je vais faire les groupes moi-même, je vais faire ça aléatoirement ou bien vous préférez choisir des, des coéquipiers. Mais bon, on va essayer de voir. Je vais vous proposer une liste de projets. Ça sera principalement des projets de machine learning, vision par ordinateur. Assez basique, hein, c'est pas des trucs très compliqués. Et bon, voilà quoi. Vous allez essayer de travailler sur ça. Donc, permettez-moi de prendre rapidement une capture des gens qui sont là dans la réunion. Oui, Yousra, tu peux y aller si tu as une question. Vas-y, ton micro. Bonsoir. Ah, ok. Wow, quelle résilience. J'adore. Super. Non, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Ok. Ah oui, ok, je vois. Oui, allez, oui, oui, je vois. Alright, je note ça, je note ça. Hmm, J'enregistre.
bureau. Donc, présence. Aujourd'hui, c'est le 22. 22 06. Je vois qu'il y avait deux personnes qui étaient connectées, mais qui sont déconnectées après. Bon, c'est pas grave. San Auna. Ok. Parfait. Bon, bah écoutez, si c'est bon, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là. Je vais d'ailleurs arrêter l'enregistrement parce que